Bonsoir à tous, merci d'être là. Même si les réflexes ont évolué et qu'une prise de conscience a eu lieu à grand renfort de slogans de prévention, dont le célèbre les antibiotiques, c'est pas automatique, merci. Les derniers chiffres de Santé publique France indiquent une reprise à la hausse de la consommation d'antibiotiques, plus 16,6% en 2022. Voilà. Alors même que l'efficacité de ces antimicrobiens montre des signes de faiblesse face à l'émergence de souches bactériennes ultra résistantes. Et le comble, c'est que des nouveaux antibiotiques, eh bien, ça ne court pas les rues. Donc ce soir, notre sauveuse est là. Ce soir, c'est avec plaisir que nous recevons Paola Arimondo, qui est chimiste et chercheuse, responsable de l'unité chimie biologique et épigénétique à l'Institut Pasteur. Elle vient à notre rescousse. Elle va nous éclairer sur les alternatives thérapeutiques que laissent entrevoir ces recherches. Elle va nous parler cellules, elle va nous parler ADN, elle va nous parler reprogrammation. Alors ce pitch est le dernier de l'année 2023. Il a lieu comme de coutume et comme son nom l'indique à Villahem, un lieu exemplaire. Un lieu exemplaire parce que derrière le foisonnement végétal que vous avez vu en arrivant, foisonnent également les idées, les activités, les initiatives comme celle de ce soir, qui est de vous éveiller sur des sujets scientifiques en mêlant à la fois des professionnels de santé et des non-professionnels de santé. Et toutes ces activités ont un dénominateur commun qui est celui de favoriser votre santé, votre bien-être et celui aussi des professionnels de santé. Voilà. Alors, le pitch va durer 1 heure et vous aurez 15 minutes à la fin pour poser vos questions et qui se prolongeront par un rafraîchissement à la fin du pitch. Voilà, merci madame. Merci pour l'introduction. Et je vais déjà commencer par une digression. En fait, lundi dernier, on a organisé à Pasteur un symposium avec Sciences Po. Et on s'est posé la question, avec tout ce qui a été fait, toutes ces campagnes, pourquoi encore on consomme autant d'antibiotiques ou antimicrobiens, surtout en santé vétérinaire, et pourquoi il n'y a vraiment pas une prise de conscience. Peut-être parce que c'est une maladie sans malade. En fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on est soigné pour une angine, pour autre chose, et finalement, on peut développer une résistance antimicrobienne. On ne réalise pas, en fait, ce que c'est vraiment. Et je vais essayer de vous parler de stratégies que nous on fait, en commençant par vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est cette résistance et l'effet qu'il faut vraiment faire quelque chose. Voilà. Donc je pense que vous avez tous lu, effectivement, que c'est un problème de santé majeur. Ça en est parlé dans les journaux. L'antibiotique, la fin du miracle, la fin des antibiotiques. L'année dernière, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y avait un super champignon multirésistant dans les hôpitaux américains. Et même, ça, c'est un peu partout. Donc, ça s'appelle la Candida auris. Et là, c'est un champignon. Il y a eu une très beau revue qui a montré que, par exemple, en 2019, il y a eu 1,27 million de décès dus à l'antimicrobiorésistance. Donc, clairement, c'est un problème de santé majeur et ça touche partout. Et aujourd'hui, en fait, grâce au gouvernement anglais, en 2015, il y a eu une revue sur l'antimicrobiorésistance. C'était un comité d'experts scientifiques piloté par Lord O'Neill, et ils ont montré qu'à l'époque, donc aujourd'hui, il y a un mort tous les 45 secondes, et en 2019, il y en a eu 3500 par jour, et si on ne fait rien, en 2050, ce sera la cause d'un mort tous les 3 secondes. Donc ça veut dire, par exemple, en Europe, 400 000 morts par an, qui est énorme. Et ça deviendra donc la maladie
avec plus de mortalité, 10 millions de morts par an devant les cancers. Aujourd'hui, c'est les cancers et ça passera devant. Mais je vous dis, les cancers, c'est pas plus facile, mais on réalise presque mieux qu'est-ce que c'est un cancer. Cette maladie, c'est difficile à réaliser parce que c'est pas une maladie, je vous dis, c'est plus compliqué que ça. Et en fait, si vous pensez bien, les antibiotiques aujourd'hui, heureusement, fonctionnent encore très bien. Vraiment, c'est la plupart des agents antimicrobiens, ça marche très bien. Il faut pas l'oublier. Mais si ça continue comme ça et ça se propage, cette résistance aux antimicrobiens, en fait, il faut imaginer que des opérations de routine, je ne sais pas, un soin dentaire, une prothèse de la hanche, des accouchements, pourront devenir dangereux. Aujourd'hui, on est protégé par les infections parce que justement, on donne des antibiotiques. Ben, en fait, s'ils ne marchent plus, ben, ça va devenir très compliqué. Il faut aussi imaginer que les pathogènes, donc les microbiens, ils n'ont pas de frontières. Donc dans ces schémas, si vous regardez, les bleus clairs représentent l'Europe. L'Europe centrale, ouest, est, a été séparée. Mais vous voyez que donc, toute la partie verte, c'est l'Afrique. La partie orange, c'est l'Asie. Donc vous voyez que ça touche partout. C'est la résistance aux gens antimicrobiens aujourd'hui, c'est partout. Il y a des antibiotiques, peut-être vous connaissez, les parents connaissent très bien l'Orelox qu'on donne aux enfants quand ils ont différentes pathologies. Sinon, vous connaissez très bien la néphroxine, la ciprofloxine. Et là, justement, dans cette revue de 2022, ils ont montré la résistance qu'il y a pour ces différents médicaments, en passant du bleu clair très faible, et à fur et à mesure que vous avancez vers les rouges, vous voyez, il y a des alertes, on est autour de 60-70% des résistances. Donc, ils ont fait cette étude très intéressante pour les différentes catégories d'antibiotiques. Moi, j'ai juste mis quelques-uns, mais c'est assez intéressant. Et effectivement, vous voyez qu'il y a une propagation et une augmentation avec les temps. En fait, à vrai dire, pour nous, en tant que chimistes, quand on essaie de trouver de nouveaux médicaments, c'est un peu une course contre la montre. Parce qu'en fait, en 1928, les bleus, en bas, il y a eu la découverte de la pénicilline. Et déjà en 1942, ça a été mis sur le marché en 1941. En 1942, on avait déjà les premières résistances. Si vous prenez les derniers antimalariales qui a été vraiment découvert, c'est l'artémisine, c'est l'orange, tout à droite. Il a été mis sur le marché, je pense, dans les années 2010. Et vous voyez, déjà en 2015, il y avait déjà des résistances. Donc ça va assez vite. Et regardez les verts. Les verts, c'est incroyable. Ça allait encore plus vite. Même les fluoroquines, c'était très, très rapide. C'est les bleus clairs. C'était très rapide. Donc en bas, c'est la découverte et on la résistance. Et vous voyez comment ça peut aller vite. Donc c'est une vraie course contre la montre et où il faut effectivement peut-être être un peu original. Et je vais rentrer là-dedans après. J'ai emprunté à mon collègue Philippe Glaser qui, avec moi, coordonne l'axe de l'antimicrobiorésistance à l'Institut Pasteur et qui, lui, est un expert des mécanismes de résistance et de la propagation. Donc, il faut concevoir que les bactéries sont très nombreuses. Elles sont très petites, donc regardez les nombres de bactéries qu'il y a sur Terre. Elles sont presque partout, elles sont très diverses, elles sont souvent utiles, mais parfois nuisibles. En fait, ils ont la capacité de se reproduire très très vite. Ça à gauche, c'est un récipient où nous on cultive aussi des fois des bactéries bien pour produire des protéines par exemple, et ça va très vite, ça devient très vite troublant. Et quand il est clair, on met des bactéries, ils se prolifèrent et deviennent troubles. Donc vous voyez combien en 24 heures, on en voit beaucoup. Je vous disais qu'il y a quand même des bactéries qui sont nécessaires à la bonne santé, qu'on a dans notre corps, et il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des organismes pathogènes, pas uniquement des bactéries. Il y a des virus, on a tous entendu parler du VIH, du SARS, du Covid. Il y a des champignons dont je vous ai parlé dans l'introduction. Donc le Candida, qui était vraiment l'année dernière, a vraiment beaucoup embêté parce qu'il y avait une souche multirésistante dans les hôpitaux américains. Il y a des parasites, on va en parler à la fin, et différents types de bactéries. Je pense
Au moins, tout le monde a dû entendre parler d'Helicobacter pylori, par exemple, qui est une bactérie voilà, qui fait mal à l'estomac. Et qu'après, voilà. Ce qui a été vraiment très important dans la lutte contre effectivement les infections, c'était les études pionnières de Louis Pasteur, qu'il ne faut pas oublier, qui était un chimiste et qui a fondé la microbiologie d'aujourd'hui. Et en fait, l'effet d'essayer de comprendre comment l'infection s'instaure et comprendre les mécanismes des pathogènes, ça permet effectivement ensuite de trouver des médicaments, des thérapies ou des stratégies ou des vaccins. Donc c'est la recherche fondamentale est très importante. Et une grosse avancée, c'était en 1928, quand Alexandre Fleming, de façon serendipity, en fait, en revenant des vacances, il avait laissé une boîte, ça s'appelle une boîte de pétri, où il y avait un staphylocoque, vous voyez les marques horizontales. Et en fait, sa boîte avait été contaminée par les voisins, les labos voisins, qui travaillaient sur mold en anglais, sur des champignons. Et en fait, vous voyez autour du champignon, là en bas, vous voyez que la bactérie ne prolifère plus. Et donc là, il a fallu des années pour essayer de découvrir quelle était la molécule. Et je tiens aussi à citer Dorothy Hodgkin, qui est une grande chercheuse anglaise aussi, qui a découvert la structure de la molécule, qui a été possible ensuite de la produire et de l'introduire. Et vous savez que c'était vraiment un miracle dans le traitement des infections. Et très important. Mais après 60 ans d'utilisation, et même je dirais des surutilisations, les antibiotiques commencent à faire de la résistance. Et là, à gauche, vous voyez une boîte de pétri d'une bactérie qui est sensible. Donc là, il y a différents médicaments qui ont été mis, et les médicaments tuent autour les bactéries. Par contre, à droite, vous voyez une souche qui est résistante. Vous la voyez tout de suite. En fait, elle continue à proliférer. Voilà, j'ai rappelé au départ, en fait, il faut savoir, aujourd'hui, ça marche encore. Il y a vraiment des médicaments qui sont très efficaces, qui sont utilisés, surtout en France. Ils sauvent des vies, clairement, et réduisent les risques lors des opérations petites ou grandes. Mais il faut vraiment prendre conscience de cette résistance et essayer de faire quelque chose. Pourquoi il y a cette résistance qui apparaît? Alors, dans votre population de pathogènes, en bleu, la majorité, ils vont répondre. Mais il y en a certains, ici représentés par les petites cercles oranges, qui ne vont pas répondre. Donc on arrive à tuer cela, on arrête les traitements, et ben, l'autre, finalement, qui n'a pas été éliminé, va reprendre et va se reproduire. Et ils ont cette capacité de propager vite, de se transmettre les gènes de résistance. Et on propage de plus en plus la résistance. L'utilisation vétérinaire, par exemple, des antibiotiques, est vraiment un gros souci, parce qu'il y en a partout. Et donc ça induit la résistance. L'effet que des gens arrêtent leur traitement au bout d'un certain temps. Ça aussi, s'il y a 6 jours, il faut 6 jours de traitement, il faut suivre la posologie. Et aujourd'hui, en fait, on parle beaucoup de désert médical, des médecins généralistes. Donc lundi, je vous ai dit, on a organisé ce symposium, et il y a certaines personnes de la santé, de Public Santé France, qui tiraient la sonnette d'alarme. Des gens commencent à d'automédication. Et donc, oh, j'ai eu cette angine, on m'a donné cet antibiotique, bon, je vais reprendre les mêmes, il m'en reste. Et en fait, non, on ne sait pas. Peut-être c'est dû à autre chose. Donc, il ne faut pas aussi faire de l'automédication. Et aujourd'hui, du fait que ça auto-soigné et du fait qu'il y a ces déserts médicaux, surtout en province, ça pose des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait à l'Institut Pasteur pour lutter contre l'antimicrobienne résistance? En fait, c'est vraiment un thème phare dans l'Institut, qui est beaucoup travaillé. On va de l'étude sur le terrain, la compréhension des mécanismes, le suivi de la propagation, essayer de comprendre pourquoi il se propage et se transmet, au diagnostic et aux thérapies. Et c'était une axe qui a été créé donc, par les directeurs Stuart Cole. Il a dédié un axe de recherche à la résistance aux agents antimicrobiens. Il y a 121 groupes de recherche qui travaillent là-dessus. Ils allient une approche très multidisciplinaire de la biologie, la chimie, la technologie, l'épidémiologie, les données du terrain, je vous ai dit, toutes les données de santé publique
France, avec les centres nationaux de référence. On travaille sur beaucoup de multi-organismes, sur les bactéries, les champignons, sur les parasites. Les vecteurs de tous ces pathogènes sont aussi très intéressants, parce qu'on peut imaginer débloquer les vecteurs. On travaille bien sûr sur les virus. Et on a aussi une approche de développer des technologies, d'essayer de voir du diagnostic et des médicaments. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de vraiment connaître l'ennemi. Donc, je vous ai dit, il y a beaucoup de recherches fondamentales pour essayer de comprendre l'émergence de la résistance, sa propagation. Il y a des études épidémiologiques, écologie, des études sur les mécanismes de résistance, de transmission. Mais il y a aussi des études plus appliquées. On essaie d'identifier de nouvelles cibles innovantes, de trouver de nouvelles méthodes de diagnostic, de nouvelles thérapies, de nouvelles stratégies et des vaccins. Et l'idée, c'est d'avoir une surveillance plus intelligente, d'améliorer clairement les diagnostics, de meilleures mesures de contrôle et aussi de trouver de nouvelles stratégies thérapeutiques. Donc, dans mon laboratoire, en fait, on s'intéresse à développer des petites molécules qui ciblent l'épigénétique. Ça, c'est mon équipe. Et en fait, au laboratoire, on a deux approches. Ces molécules, on veut les utiliser soit comme outil pour essayer de mieux comprendre les pathologies humaines, donc vraiment comme outil chimique. Il y a un prix Nobel l'année dernière, le dernier prix Nobel de chimie de 2022, c'était vraiment sur ce type de technologie. Et de l'autre côté, éventuellement, ces composés peuvent éventuellement aider à trouver des médicaments, parce qu'ils peuvent moduler ces processus biologiques qui sont aberrants. Donc au laboratoire, j'ai des modèles de cancer, c'est où j'ai commencé, et grâce à mon arrivée à l'Institut Pasteur, j'ai commencé à collaborer sur les maladies infectieuses, et c'était quelque chose de très intéressant. Donc avant d'arriver à l'épigénétique, il faut que je vous introduise l'ADN. Donc vous savez qu'on a tous de l'ADN, que c'est le matériel génétique universel pour tous les organismes, même les bactéries, les virus et les parasites. C'est un alphabet des quatre bases constituées. Ça, c'est donc l'ADN, disons, les génomes des Escherichia coli. Donc, c'est un des bactéries. Donc, les quatre bases, vous les connaissez, peut-être les connaissez, ou vous en avez entendu parler, ACGT, adénine, cytosine, guanine et thymine. Ils ont la caractéristique de s'apparier. L'adénine toujours avec la thymine, la guanine avec la cytosine. Et c'est pour ça qu'on parle d'une double hélice d'ADN, où il y a les deux brins qui courent un dans un sens, un dans l'autre, et qui s'apparient pour former la double hélice d'ADN. Et la grosse caractéristique, c'est l'ADN, c'est copie. Parce que justement, vous pouvez diviser en deux cette double hélice d'ADN, et sur les nouveaux brins qui vont être synthétisés en bas, ben, il va juste copier la même séquence qu'il y a sur les brins en face. Et donc, c'est une photocopie parfaite, ou presque. Donc l'ADN est le manuel des instructions pour tous les vivants. Et à partir de cette séquence d'ADN qui est très importante, c'est comme si ce sont les mots du manuel d'instruction. Via l'ARN, on synthétise les protéines qui servent à la vie et tout le fonctionnement cellulaire. Et donc en 2001, on a séquencé les premiers génomes humains. On pensait pouvoir découvrir la réponse à toutes les maladies. Finalement, il y a une maladie, ben, il y a un problème dans la séquence de l'ADN. Effectivement, il y a eu beaucoup d'études et il y a certains qui ont cassé ça. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est par exemple, il y a des sites comme ça, 23 et moins, qui sont apparus, parce qu'on a 23 chromosomes, où pour $200, ils vous envoyaient un kit ici en haut, vous mettez votre salive, après 2-3 semaines, vous avez une réponse et vous disiez si votre performance musculaire, le risque pour certaines maladies, comment vous répondez au café, des choses comme ça. Alors depuis, c'est interdit. En fait, c'est plus possible, ils font que l'héritage. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait appel à celui-là. Et ces sites aussi a commencé, au bout d'un moment, à dire « mais ce n'est pas que les gènes. La génétique n'est qu'une partie de l'histoire. » Comment on intègre l'impact de l'environnement, la pollution, l'exposition au soleil, les styles de vie, fumer, faire du sport. Et en fait, effectivement, on ne comprenait pas, une fois les génomes humains séquencés, d'où venait la diversité, la réponse de l'environnement. Si vous pensez, toutes les cellules de votre corps ont le même ADN. C'est les mêmes manuels d'instruction.
Et pourtant, une cellule du foie est bien différente d'une cellule du cerveau. En fait, ces deux cellules n'utilisent pas les mêmes informations du manuel d'instruction. Ils lisent des chapitres différents. On n'utilise que 2% de cette information du manuel d'instruction. Et l'épigénétique va dire aux cellules quel chapitre lire. Par exemple, une cellule du foie ne lit pas l'information qui est dans les chapitres pour la cellule neuronale. Et pourquoi ça c'est important? Ça veut dire qu'à partir d'un seul manuel d'instruction, un seul génome, on peut voir plein de phénotypes différents. C'est le cas de cet papillon et cette chenille. En fait, ils ont la même ADN. Mais vous voyez comment c'est différent? Ils ne lisent pas la même information. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déjà, comment ça marche? Donc, chez l'homme, il y a des cellules. Dans les cellules, il y a les chromosomes. Les chromosomes, vous voyez, c'est X. Et ensuite, il y a les gènes. L'ADN est enroulé. En fait, il faut réaliser la taille du génome. La cellule, c'est comme si c'était la Terre. Les pays sont les chromosomes. Et à la fin, les gènes, ce sont les villes. Et les personnes sont vraiment les paires des bases. Ça veut dire que c'est très, très compacté. En fait, vous imaginez, c'est un fil de 2 km que je vais mettre sur la pointe de mon ongle. Vous imaginez la compaction? Donc cet ADN est très très enroulé. Il est très très compacté et pour faire ça, en fait, il faut le mettre autour de protéines. Donc des protéines. Hop. Ah, ça va arriver. D'accord. Donc des protéines. Alors, il faut savoir que pour avoir accès à cette séquence de l'ADN, c'est l'épigénétique. Donc voilà, voici mes protéines. Donc je vais revenir là-dessus. Vous voyez, la double hélice ADN, elle est enroulée autour de ces choses rondes qui s'appellent les nucléosomes, qui sont ensuite, qui constituent un fil de chromatine de 30 nanomètres et qui est enroulé. Mais il faut quelque chose qui contrôle. Il faut de temps en temps pouvoir avoir accès à cette séquence d'ADN pour avoir l'information. On venait de voir. On lit que 2 à 5%, mais il faut pouvoir les lire. Et c'est là que l'épigénétique entre en rôle. L'épigénétique contrôle l'accès à cette information. Il ne change pas la séquence, l'information est là, mais on contrôle l'accès. Et ça, c'est un exemple de nucléosome autour desquels, c'est la structure du nucléosome autour duquel est enroulé l'ADN. Donc vous voyez, en vert et en jaune, c'est l'ADN qui est enroulé 2 fois, on le voit bien à droite, enroulé 2 fois, autour des protéines en centre qui s'appellent l'octamère d'histone. Et vous voyez, ces protéines ont 2 queues qui sortent là. Alors ces protéines sont chargées positivement, l'ADN est négativement, et ça traite. Et c'est comme ça qu'on compacte. On enroule, on compacte et on rentre. Mais qu'est-ce que c'est l'épigénétique? Ce sont des modifications chimiques réversibles à la fois de l'ADN et des histones, ces protéines autour desquelles sont enroulées. Et ces modifications vont dire si l'ADN ici en bas il est représenté par un fil bleu, vous voyez qu'en fait il est accessible en bas. Donc en fait on peut lire la séquence. En haut, par contre, il est beaucoup compacté, enroulé, on ne peut pas lire la séquence. Donc l'épigénétique, c'est qui fait, c'est juste contrôle l'accès à l'information stockée dans l'ADN. Mais vous voyez qu'en fait, il va dicter comment on va lire notre génome. Et ça, c'est très important. Donc là, je vous montre juste sur cette structure du nucléosome, vous voyez les méthyles là en bas qui sont sur l'ADN et les queues des histones dont je vous parlais avec des groupements acétyl et méthyl. Acétyl, c'est les groupements en rouge. Et en fait, l'acétyl, c'est ce qu'il fait, il va masquer les charges positives des lysines. En fait, les charges positives du nucléosome. Le nucléosome est chargé positivement, l'ADN négativement, et c'est compact. Vous masquez ces charges, il s'ouvre. Vous pouvez lire l'information. C'est comme ça que ça marche. Et ça a un rôle fondamental parce que je vous dis, on peut lire de façon différente notre manuel d'instruction sans changer la séquence de l'ADN. Vous avez entendu parler des mutations génétiques, ben là il y a un changement dans la séquence de l'ADN. Pourquoi c'est important? On va prendre quelque chose qui est appelé méthylation de l'ADN. C'est ces petits groupements-là mis à gauche sont une cytosine qui est une des bases dont je vous ai parlé. Et quand ces cytosines sont méthylées, ici c'est représenté par la sucette rouge, se trouve dans un promoteur d'un gène, le gène il est éteint. On ne peut pas lire l'information. Vous les déméthylez, on active les gènes. Ça c'est important pourquoi? Pour changer un phénotype. Cette plante, génétiquement, elle n'a pas des grosses différences. Et dans le nord de l'Europe, elle fait ce type de fleurs.
Dans le sud, elle a ce type différent de fleurs qui sont à droite. Et en fait, ça, c'est juste un gène qui est méthylé dans le nord, qui n'est pas exprimé parce qu'il fait froid. Donc, il y a la méthylation. Et il n'est pas méthylé dans le sud. Vous voyez la différence qu'on peut faire? Comme je vous ai montré la chenille et les papillons. Donc, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec l'épigénétique. On a vu la différenciation cellulaire. Cellules neuronales sont différentes des cellules du foie. Vous mettez une souris dans une cage, vous lui donnez un choc électrique, la souris, elle ne veut plus y aller. Elle a peur. Vous donnez quelque chose qui empêche cette méthylation que je vous ai montrée de l'ADN, ben, il va retourner. Il va oublier. Pour retenir ce que je vous suis en train de dire, vous avez de l'épigénétique, des changements épigénétiques qui sont en train d'avoir lieu. Et ce qui est très important, c'est qu'en fait, il enregistre les pactes environnement. Les jumeaux monozygotes, ils sont nés de la même cellule, ils ont la même ADN. Mais à fur et à mesure qu'ils grandissent, un va développer une maladie, pas l'autre. Un peut devenir obèse, pas l'autre, perdre les cheveux. Et en fait, des chercheurs espagnols, ils ont montré que tout se passe au niveau, beaucoup, de l'épigénétique. Si vous regardez les schémas en bas, les graphes en bas, la partie en dessous du bleu, qui est la méthylation de l'ADN, vous voyez qu'à gauche, à 3 ans, il n'y a pas beaucoup de différence entre la méthylation de l'ADN. À 50 ans, dans l'histogramme, là, toujours à droite, dans les colonnes, vous voyez, il y a beaucoup plus grosse différence. Regardez la scintillation des histones. Quand, je vous disais, on masquait les charges sur les histones, on ouvrait la chromatine. Vous voyez qu'à 3 ans, il n'y a pas beaucoup de différence. La différence, c'est à 50 ans. Et plus les modes de vie sont différents, un vit à la campagne, un vit à la ville, un fume et pas l'autre, plus il y a des différences dans l'épigénome. Il confère aussi une plasticité cellulaire. Vous savez, les abeilles, il y a la reine, qui ici est représentée par les points bleus, qui est la plus grande. Elle est la seule qui est capable de se reproduire. C'est la seule aussi qui mange la gelée royale. Ils ont vu qu'il y avait une méthylation de l'ADN qui était différente. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les chercheurs? Ils ont comparé des abeilles où ils n'ont pas inhibé la méthylation, donc il y a surtout des ouvrières et peu de reines, et vice-versa, quand on inhibe la méthylation, ben, il y a très peu d'ouvrières et beaucoup plus de reines. Mais l'épigénétique n'explique pas tout, parce que même si elles deviennent comme des reines, sont capables de pondre des œufs, mais pas autant que les reines vraies. Ça se transmet aussi, l'épigénétique, c'est très important. Donc, ça se transmet, vous pensez par exemple à la mère, elle se transmet au fœtus, et ça se transmet aussi aux cellules reproductives qui sont déjà dans les fœtus. Et en fait, c'est des chercheurs qui ont étudié des femmes enceintes pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la famine hollandaise qui était imposée par les Allemands en 1944. Pendant 9 mois, ils ont imposé à la population de manger que 600 calories par jour. Et ils ont étudié des femmes qui étaient enceintes du premier trimestre au dernier trimestre. Et ils ont vu qu'aux premières générations, le bébé, quand il était au premier trimestre, il naissait avec un poids normal. Mais finalement, en troisième génération, les bébés étaient plus grands. Et vice-versa, quand c'était en troisième trimestre, il y avait peu de nutriments, les bébés étaient plus petits. Mais ensuite, ils reprenaient un développement normal, celui dans la troisième génération. Mais ce qui m'intéresse, moi, en tant que chimiste, c'est qu'en fait, ces modifications sont réversibles. Et donc, on peut agir là-dessus. Vous avez vu, il n'y a pas de changement de la séquence de l'ADN. L'information est toujours là. Mais on peut essayer, effectivement, de la moduler et d'échanger avec des petites molécules. Et donc, l'idée qu'on a, c'est de reprogrammer les cellules. Et les cellules, en épigénome, quand ils sont malades, un épigénome aberrant, et on va essayer de les reprogrammer pour qu'elles lisent la bonne information. Et toute cette histoire a commencé sur les cancers. Donc dans les cancers, il y a des gènes impliqués qu'on connaît, les oncogènes. C'est un peu les accélérateurs de la cellule. Vous savez que dans les cancers, les cellules ont perdu leur contrôle. Et donc eux, ils sont activés, par exemple. Il y a aussi des gènes de réparation qui sont les mécaniciens. Que par contre, les cellules cancéreuses, ils ont des mauvais mécaniciens, ils sont mutés ou ils ne marchent pas du tout. Et enfin, il y a des freins. La cellule tumorale a des freins, ils s'appellent les gènes suppresseurs des tumeurs. Et la cellule tumorale a décidé de les mettre sous silence. Ils sont éteints. Donc, on peut regrouper toutes les stratégies que vous voulez pour simplifier. On peut dire qu'on essaye d'inactiver les oncogènes,
on essaie de restaurer ou éliminer les gènes de réparation. Une fois que il ne s'est plus restauré ou il meurt. Mais enfin, on peut aussi réactiver les gènes suppresseurs de tumeurs. Et vous allez voir pourquoi l'épigénétique. Parce qu'en fait, vous vous rappelez, je vous avais montré que quand il y a la méthylation, les sucettes rouges sur un promoteur des gènes, il est éteint. Et dans les cancers, les gènes suppresseurs de tumeurs, les fameuses freins dont je vous parlais, qui contrôlent la cellule, ils sont éteints. La cellule tumorale a oublié d'avoir les freins, mais ils sont toujours là. L'information est là. Donc on peut essayer de, justement, réactiver les freins pour qu'ils reprennent le contrôle. Et ça, on peut le faire en déméthylant les promoteurs. Ça marche, il y a 2 molécules qui sont utilisées dans les marchés pour traiter des leucémies, qui se basent sur ces principes-là, mais c'est composé au bout d'une heure, il n'y a plus rien chez les patients. Donc clairement, il faut les améliorer, même s'ils marchent, mais quand même, il faut les améliorer. Et c'est ça qu'il faut trouver des molécules plus stables. Donc c'est ça qu'on a commencé à faire au laboratoire. Et nous, on est des chimistes, donc on a commencé à faire des stratégies chimiques. La première chose qu'on fait, et ça c'est Lodi et Frédéric qui ont fait au laboratoire, c'est regarder qu'est-ce qu'il y a déjà. Et on essaie de l'améliorer chimiquement, d'en faire des plus puissants. On part de molécules déjà existantes. Sinon, on a des approches très rationnelles. On sait la cible, c'est la méthylation de l'ADN. On essaye de concevoir des molécules pour ça. Ça, c'est Ludovic au laboratoire. Mais aussi une approche très aléatoire. Et ça, c'est Alexandre et Christina. Ils ont mis au point un test où on essayait de trouver des molécules dans toutes les chimiothèques qu'on pouvait, ou l'extractothèque, donc des extraits des plantes principalement, de voir si on avait des molécules qui étaient actives. Et en fait, on a réussi à trouver... On a environ aujourd'hui ce qui s'appelle une chimiothèque, une collection des 450 molécules qui agissent épigénétiquement et qui, pour certains, sont capables qu'on a... Ici, c'est un gène qui est méthylé. Alors là, c'est une protéine qui est fluorescente. Donc, vous voyez des cellules, vous ne voyez rien parce que c'est des cellules où la protéine est éteinte. Et en fait, en mettant notre molécule, on peut réactiver la protéine qui est fluorescente. Donc, vous voyez, on peut essayer de modifier cet épigénome. Et quand je suis arrivée à Pasteur, j'ai commencé à collaborer avec Arthur Scherf, qui dirige l'unité de biologie des interactions hôtes-parasites et qui s'intéresse au paludisme, qui est la cause des 600 000 morts par an, qui est énorme. Donc, il y a eu beaucoup d'actions pour le paludisme, pour essayer de trouver une solution. Et il y a eu une trajectoire qui a été conçue avec tout ce qui a été mis en place en 2015. C'est la courbe verte que vous voyez, où on pensait vraiment qu'on pouvait diminuer. En fait, malheureusement, on est sur la courbe bleue. Et si on continue comme ça, vous voyez, à cause de la résistance, on va rester en haut. Et en plus, vous savez, avec le réchauffement climatique, il y a aussi une propagation et il y a un changement par rapport à ces pathogènes de leur lieu de vie. Et donc, en fait, Arthur étudie les parasites qui sont responsables de la paludisme, qui s'appelle les plasmodium. Donc, ces parasites est donné par une moustique à l'homme. Il commence à se développer dans les foies. Ensuite, là, il n'y a pas de symptômes. Ensuite, il va dans les sangs. Et là, il prolifère très vite, en 48 heures. Il y a un cycle de prolifération des 48 heures où les symptômes apparaissent. Ensuite, il s'est différencié en bas pour réinfecter une moustique. Il s'est reproduit dans le moustique et il recommence. Mais déjà, comparons l'homme et le moustique. L'homme, on est à 37 degrés chez l'homme. Dans les moustiques, à 26 degrés. Chez l'homme, on a 5% d'oxygène environ. Chez le moustique, à 21. Donc, 2 environnements très différents. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de la plante tout à l'heure. Nord et sud de l'Europe. Comment elle faisait la plante? C'était des différences dans la méthylation de l'ADN, on a vu, d'un promoteur d'un gène. Et bien, en fait, ce qu'Arthur a montré, c'est qu'il y a des grosses reprogrammations épigénétiques, justement, du parasite pour s'adapter à ces 2 différents environnements. Mais aussi pour passer du foie aux globaux rouges. Là aussi, il doit s'adapter. L'environnement est différent. Être dans un foie, un globo rouge, c'est différent. Et donc là, à nouveau, il y a des reprogrammations épigénétiques du parasite pour survivre et se proliférer. Et donc, c'est une cible très intéressante. Donc, on a décidé d'unir nos forces
Donc Flore dans le laboratoire d'Arthur et Ludovic dans mon laboratoire, ils ont traité des parasites qui prolifèrent dans les globules rouges pendant 70 heures avec nos inhibiteurs que je vous ai montrés. Et ce qu'ils regardent, c'est la prolifération du parasite. Donc, vous voyez, les courbes que je vous montre, c'est la prolifération du parasite qui est à 0% quand il y a très peu d'inhibiteurs, donc à gauche. Il prolifère bien, 5%. Et après, à fur et à mesure qu'on augmente la concentration, ben, vous voyez, il commence à plus proliférer et à tomber à 0. Les courbes colorées sont nos molécules. Et on était très contents parce que déjà, ils ont une inhibition de la croissance du parasite comparable, par exemple, aux courbes noires, la méfocline, puis piperakine. Méfocline, c'est l'alariam. Si vous avez déjà été dans des pays où il y a la malaria, c'est quelque chose qu'on donne couramment. Donc, on était très contents parce qu'on a des composés qui étaient vraiment très puissants, aussi puissants que les contrôles. On a en plus, très intéressant, 3 familles chimiques différentes. Pour la résistance, c'est très intéressant. Ce n'est pas tous la même formule chimique. Donc, très intéressant. Et donc, on a décidé d'aller un peu plus loin, ensemble. Et je voulais vous montrer un tout petit peu de chimie. La conception d'un de ces inhibiteurs dont je vous ai parlé. Donc, c'était une conception rationnelle, là. En fait, on s'était dit, la partie jaune, c'est un inhibiteur de méthylation de l'ADN. La partie bleue, c'est un inhibiteur de l'acétylation dont je vous ai parlé, qui, quand on déacétyle, en fait, on ferme la chromatine. On voulait l'ouvrir. Donc, on a fait une composée qui merge les deux, et on s'est trouvé avec quelque chose qui était déjà actif sur les parasites, donc on est à 40 nanomolaires. Mais ce n'était pas bien parce qu'en fait, il tuait aussi les cellules humaines. On a un index de sélectivité, c'est la SI, de 200. Ce n'est pas beaucoup. Hein. Donc, on a décidé de continuer, et là, on a un composé qui est 50 nanomolaires, donc très puissant contre les parasites, et avec un index de sélectivité, là, en jaune, on passait à 5000. Donc, c'est comme ça qu'on procède en chimie. On est parti d'un bon hit, et là, on a amélioré. Et l'avantage, je vous disais, les parasites dépendent pendant tout son cycle de vie d'un raniement épigénétique. Et donc, on a des composés qui agissent sur le stade sanguin. En fait, on fait disparaître les parasites à différents temps pendant ces 48 heures. On est capable de bloquer aussi la gamétocyte quand ils font la forme qui après est transmise en moustique. On bloque aussi dans les moustiques. Vous voyez, en fait, en rouge et en bleu, c'est nos composés. On augmente la concentration, on n'a plus rien du parasite dans les oocytes des moustiques. Et on est aussi capable de bloquer la partie foie. Donc, puisque le parasite, pendant son cycle de vie, doit s'adapter vraiment épigénétiquement, et il y a des remaniements épigénétiques, on est capable d'agir sur tous les stades de vie. Et on devrait avoir moins de résistance. C'est beaucoup plus difficile pour les parasites de pouvoir bypasser à tous ces stades et créer de la résistance. Parce qu'effectivement, c'est la résistance qui nous inquiète beaucoup. Parce que la résistance, ça se diffuse beaucoup. Je vous ai montré les cas de l'artémisine. Elle a apparu d'abord en Asie du Sud-Ouest et déjà aujourd'hui, elle est partout. Donc la résistance, c'est le point majeur, vraiment une des plus grosses difficultés de la malaria. Dès qu'on met une molécule, il y a de la résistance. Et grâce à l'Institut Pasteur, qui a un réseau d'Institut Pasteur international, on a collaboré avec celui de Cambodge, qui a beaucoup d'isolats cliniques résistants. Et on a testé nos composés sur 50, là c'est une représentation de 50 isolats cliniques. Alors, il faut savoir, il faut juste regarder, donc les 4 et 19 c'est nos composés, regardez les 19. En fait, vous voyez les points, ils ne bougent pas beaucoup. Les points représentent, les bleus, c'est les points bleus, c'est des souches qui sont sensibles, et tous les autres sont résistantes. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence en quantité de molécules qu'il faut mettre pour tuer les parasites, qu'ils soient résistants ou pas. Regardez tout à droite, vous voyez qu'il y a des différences entre les bleus, les points bleus et orange ou violets. Là, il y a des résistances. Donc nous, on bypasse la résistance. Donc on a des composés qui sont actifs tout le long du cycle de vie du parasite. Ils restent actifs sur les isolats multirésistance et ils ont une activité qu'on considère prometteuse, qu'on essaye d'aller plus loin. Et c'est vraiment une jolie combinaison de la chimie et de la biologie, la chimie de mon laboratoire et la biologie de l'Institut Pasteur. Et pour terminer, on a décidé de continuer à utiliser ces stratégies, cette fois-ci sur les bactéries. Là, on a fait sur les parasites et aujourd'hui sur les bactéries.
Aujourd'hui, les antibiotiques, ils agissent sur les bactéries, mais il faut savoir que quand ils infectent, ils prennent contrôle de l'expression des gènes chez les cellules infectées, chez l'homme par exemple. Et ils esquivent par exemple les défenses de l'hôte. Vous l'avez vu aussi avec les SARS-CoV-2, avec les virus, les Covid. Et ça, ils ont besoin de faire ça pour une infection plus efficace et persister, rester là. Et comment ils font ça en partie? En manipulant l'épigénome de l'hôte. Et maintenant, j'espère que je vous ai fait comprendre, en fait, ce sont des modifications chimiques qui mettent sur l'épigénome de l'hôte pour bypasser les défenses et instaurer l'infection. Et donc, notre idée aujourd'hui est justement de cibler autrement les bactéries, faire de nouveaux antibiotiques où on n'agit plus sur les pathogènes, sur les bactéries, qui donc ils vont s'adapter, mais plutôt, cette fois-ci, sur ces modifications épigénétiques que les bactéries induisent. Et là, on devrait bypasser la résistance, pas avoir la résistance. On rétablit les défenses de l'hôte, on laisse l'hôte se défendre, et on va éviter le développement des résistances. Et donc ça, on collabore avec Carmen Bischenreiser dans son laboratoire, qui est dédié, il s'intéresse à la légionelle. La légionelle, quand elle infecte, elle sécrète des protéines, c'est les petits points 3, et certains vont dans les noyaux. En particulier, une protéine qui s'appelle ROM-A, que j'ai mis en rouge. Et elle fait une modification, une méthylation, cette fois-ci d'une histone, qu'il n'y a pas chez l'homme normalement. Et vous voyez à droite, vous voyez en haut, il y en a très peu chez l'homme, et quand il est infecté, regardez, il y a plein de points rouges qui apparaissent. Et bien nous, on est en train de travailler là-dessus, d'essayer d'inhiber ça. Et donc on fait une stratégie vraiment de... Aujourd'hui, on a 477 composés. On a mis en place un test pour essayer d'identifier les composés qui pourraient inhiber cette modification faite par la légionelle pendant l'infection. Et on est arrivé à un composé qui n'est pas bon, parce qu'on est à 13 micromolaires, mais vous voyez à droite, en fait, c'est une concentration qui est encore trop forte. Et donc là, on retourne à la chimie, en collaboration avec les biologistes, pour améliorer la molécule et augmenter. Et l'idée, c'est les pathogènes. La légionelle a pris, elle a infecté la cellule, on veut essayer que la cellule humaine soit reprogrammée pour qu'elle arrive à combattre les pathogènes. Donc, je tiens à remercier mon équipe, les collaborations. Donc, je vous ai dit comment c'est important pour nous d'avoir des collaborations avec les biologistes, en particulier à l'Institut Pasteur, donc Arthur Scherf et l'équipe de Carmen Bischenreiser, toute l'infrastructure des pasteurs, beaucoup de financement, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à vous. Donc, ce soir, il y a parmi nous des étudiants, des pharmaciens, des médecins, alors, des journalistes. Est-ce qu'il y a des questions qui vous taraudent? C'est un sujet complexe. J'ai juste un commentaire à faire. Madame, ce que vous avez présenté est très bien et surtout, c'est très détaillé. Donc, on comprend bien ce que vous dites et la stratégie que vous adoptez. J'ai juste une réflexion beaucoup plus en amont. C'est que pour ne pas avoir d'antibiorésistance, le plus simple est aussi de ne pas surutiliser et qu'on a complètement oublié l'hygiène de base, ce qui réduit déjà drastiquement le nombre d'occasions au cours des soins de s'infecter. L'hôpital a pris l'habitude, et les médecins ont pris l'habitude, de couvrir tous leurs actes avec une antibiothérapie dite de couverture. Or, la simple hygiène, il y a un siècle, avant M. Fleming et sa pénicilline, sauvait quand même des gens. Non, certes, il a fallu apprendre ce que c'était que la microbiologie, merci M. Pasteur, mais M. Semmelweis a aussi sauvé des femmes, simplement en apprenant aux médecins à se laver les mains entre une autopsie et un accouchement de femme enceinte. Donc, il y a certainement un moyen de ne pas avoir recours systématiquement aux molécules que vous essayez de développer et dont le prix sur le marché sera forcément élevé. Totalement d'accord. C'est pour ça que j'avais mis entre parenthèses surutilisation. En fait, c'est ça, effectivement, c'est cette... Comme vous dites, c'est couvrir, finalement, je pense que c'est vraiment une jolie expression, par précaution.
maintenant on donne des antibiotiques. Alors, vous savez qu'Institut Pasteur, justement, il était très intéressé à l'hygiène. Il a commencé par des études des hygiènes. Lui, ça lavait les mains et il a vraiment beaucoup opéré pour ça. Effectivement, je pense que c'est ça que je vous disais à cette symposium qu'on a eu lundi. Il faut de tout. Il faut des nouvelles molécules. Il faut effectivement éduquer quelque part, mais pas uniquement dans les domaines médicaux ou les soignants, etc., mais aussi la population. Donc je pense qu'il y a effectivement il faut travailler ensemble. C'est pour ça qu'il faut travailler tous ensemble pour aller vers la même direction. Pour ce qui concerne les coûts, même on s'est posé beaucoup de questions. La malaria, ce sont des pays où ils n'ont pas les budgets. Donc en fait, on s'est imposé dans nos synthèses chimiques d'avoir des molécules très peu chères. Et en plus, on veut des molécules qui marchent tout de suite. Parce qu'en fait, un patient qui va en Cambodge, qui va à l'hôpital parce qu'il est malade, il prend ses médicaments, il va un peu mieux, il part chez lui, il les donne aux autres, il ne va pas l'utiliser. Donc en fait, on s'est imposé déjà, dans la conception de nos molécules, cette contrainte-là, d'essayer de faire les plus bas coûts possibles, et aussi des molécules qui marchent tout de suite et immédiatement. Mais en tout cas... Oui, idéalement, bien sûr. C'est ça l'idée. Et surtout à bas coût. L'artémisine, finalement, ils ont réussi avec les taux de production. Je parle de l'artémisine parce que c'est une des dernières molécules mises pour la malaria. Les coûts sont très faibles. Donc on s'est mis les mêmes montants. Oh. Il y avait monsieur. Oui, docteur Cazogade, moi je vous remercie pour la qualité de votre intervention. Et la vôtre d'ailleurs, parce que vous faites référence à la thèse de Céline sur effectivement le Semmelweis, voilà. Et voilà. Et cette thèse de Céline est extrêmement intéressante. Oui, alors le médecin, c'est compliqué parce que, bien entendu, on va s'inscrire dans cette démarche-là de façon forcenée, si je puis dire. Il y a une attente par rapport à vos découvertes, à votre recherche par rapport aux produits chimiques. Après, le réanimateur que je suis, moi j'ai été confronté quelquefois à des chocs septiques sur des méningocoques. Les méningococcémies avaient des coagulopathies de consommation et un retard de 6 heures dans une antibiothérapie sur une méningite, c'est dramatique. Et donc nous sommes dans l'exercice de notre profession, on a cette angoisse perpétuelle de ne pas passer à côté du bien faire. Et donc on chemine entre le bien faire et le mal faire. Et notre vie n'est pas simple. Je veux bien les croire. C'est pour ça qu'une axe très importante, c'est la diagnostic. C'est aussi la diagnostic. Pouvoir avoir des tests rapides, immédiats. En fait, de pouvoir au moins déjà trancher et donner une idée de quelles combinaisons ou quoi utiliser. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est développé à l'Institut Pasteur. On essaie d'avoir des tests diagnostiques. On essaie vraiment de développer là-dedans. Je pense que l'intelligence artificielle va beaucoup aider, sincèrement. Mais on essaie aussi, au même moment, d'avoir des tests diagnostiques qu'on peut faire partout. De partir en Afrique et de pouvoir les faire. Parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Nous, on connaît les hôpitaux ici, mais les conditions d'hygiène, effectivement, et même les conditions vraiment de terrain, ne sont pas du tout les mêmes. Et on s'intéresse à ça aussi. Et en tout cas, oui, c'est sûr que l'hygiène, c'est une des étapes plus importantes. Alors, est-ce qu'il y a... Oui. Merci infiniment, madame, parce qu'on a presque compris. Une question quand même. Est-ce que tout ceci, quelle que soit la qualité de vos recherches, et Dieu sait qu'on espère que ça va fonctionner, n'est pas sujet quand même, à ce que les utilisateurs comprennent. S'il n'y a pas de pédagogie, on n'y arrivera jamais. Vous pouvez découvrir les magnifiques molécules que vous voulez. Si on ne sait pas pourquoi on prend un antibiotique ou pas, comment on fait ou pas, on n'y arrivera pas. Et cette dimension-là, est-ce que vous l'intégrez dès la recherche ? C'est quelque chose qu'on fait beaucoup. En fait, on essaye de faire de la vulgarisation. Surtout, on essaie de faire beaucoup de formation. Par exemple, on essaie de former beaucoup des soignants, d'aides-soignants, des infirmiers. On essaye de faire beaucoup de choses à ce niveau-là pour essayer d'augmenter la prise de conscience, mais surtout de comprendre le pourquoi, comme vous dites. En fait, c'est ça qui est important. On n'arrive pas à faire comprendre les personnes parce que c'est pas tangible. C'est quelque chose de particulier, en fait, cette antimicrobiorésistance. C'est qu'on est confronté, qu'on a quelqu'un qui a eu ça
on réalise. Moi, j'avais un collègue, en fait, il a disparu pendant un mois. C'était quelqu'un de vraiment très sportif, très en forme. Et quand il est revenu, je ne le reconnaissais plus. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit de la multirésistance aux antibiotiques. J'ai dit, c'est quoi? En fait, presque. Et donc, en fait, c'est là qu'on réalise. Donc, je pense qu'effectivement, la vulgarisation est très importante. On essaie d'en faire. On essaie de passer à la radio. Il y a eu beaucoup de choses qui sont faites au niveau de l'Institut Pasteur. Le service communication fait énormément de choses. On a fait des films, on a fait des MOOC, on a fait plein de choses qu'on a mis aussi sur les sites internet pour essayer justement d'aider à l'éducation. Voilà. Ah, une dernière question. Oui, vous avez évoqué 2 molécules déjà utilisées en cancérologie et avec une durée de vie trop brève, mais en termes d'antibiothérapie, quand on pense à une seule injection, si elle est suffisante, à posologie suffisante pour un organisme, est-ce qu'on pourrait déjà utiliser les mêmes stratégies utilisées en cancérologie pour des infections aussi fulgurantes que celles qu'évoquait la précédente personne à propos des méningocoques dont le diagnostic est généralement tardif déjà cliniquement. Et donc de toute façon, on arrive toujours, c'est la course contre la montre. Le méningocoque est déjà très actif. Donc, oui, alors ça va dépendre de la cible, en fait, qu'on cible. Donc ça dépend effectivement du temps de la réponse et de la cible. Donc on ne peut pas utiliser, il faut vraiment comprendre quelle est l'origine, qu'est-ce qu'est les mécanismes, et là on peut concevoir les molécules. Les 2 que je vous ai montrés, c'est des molécules qui ont un mécanisme d'action lent, par exemple. Donc c'est les 2 que je vous ai montrés. Je ne l'utiliserai pas dans ces cas-là, sincèrement. Parce que les malades du cancer qui sont traités avec ça, on regarde au bout de 6 mois si les traitements ont marché ou pas. Donc celle-là, ce ne serait pas adapté, par exemple. Et ensuite, quelque chose que moi j'ai développé, et j'ai essayé de vous montrer chimiquement, qu'est-ce qu'on fait, c'était la sélectivité. Moi, je veux des molécules qui marchent sur les parasites ou dans cette interaction bactérie-cellulote de l'homme, mais pas forcément sur la cellule humaine. Cellule humaine saine, je voudrais effectivement éviter que ça marche. Donc, quand on prend des molécules cancéreuses, souvent on donne les molécules cancéreuses, il y a beaucoup de développement, c'est des maladies où effectivement, on sait des fois il n'y a plus de choix thérapeutiques. Donc là, on recourt à des molécules comme ça, etc. Là, il faut trouver des choses qui sont plus ciblées et qui sont plus adaptées. Et ça va dépendre effectivement, je pense que la recherche fondamentale est importante, compréhension des mécanismes d'action, et à partir de là, nous, on peut réfléchir à quelle molécule faire et en prendre en compte. Mais on prend en compte, la cinétique, c'est quelque chose qu'on prend beaucoup en compte. Pour nous, c'est important. Et effectivement, est-ce qu'on a envie des fois d'avoir des pics et après très vite disparaître, ou plutôt avoir quelque chose qui reste? On les prend en compte dans notre conception, effectivement. Bon, mais je crois qu'on va clore sur cette dernière question et tous vous remercier pour la qualité des échanges et remercier l'Institut Pasteur avec lequel nous collaborons régulièrement. Voilà, ce pitch est en fait rediffusé sur la chaîne YouTube de Ville-la-M, vous serez avertis. Donc disponible en vidéo, et le prochain aura lieu le 18 janvier et portera sur l'endométriose. Voilà, merci à vous.